Bonjour, merci d'être présent ce matin. Donc mon nom est Rodolphe Herrero. Je travaille chez MB Electronics depuis un peu plus de 12 ans. En qualité, voilà, je suis en charge de la partie conversion d'énergie chez MB Electronics. Et donc, on se propose ce matin de vous parler avec Frédéric Martial des outils et des évolutions qui sont liées au test des bus de puissance en avionique. Donc, je remercie Frédéric pour sa présence ce matin, sachant que le webinaire va être entièrement en français puisque Frédéric Martial est francophone. Voilà, il habite en France, donc par rapport aux questions, voilà, il n'y a pas de problème de compréhension. Ce que nous vous proposons d'évoquer ce matin, c'est une rapide introduction à MB Electronics. Je sais dans l'auditoire que bon nombre nous connaissent déjà, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais simplement vous rappeler qui nous sommes et ce qu'on fait. Dans le même esprit, donc c'est moi qui aurai la charge de cette partie-là. Dans le même esprit, je laisserai la main à Frédéric Martial pour vous présenter également l'activité Ametec Programmable Power, puisque Ametec c'est un grand groupe et évidemment la division qui nous intéresse est plutôt la partie Programmable Power. Nous parlerons des problématiques liées aux tests de mesure au test des bus de puissance en avionique et surtout quelles sont les solutions permettant de répondre à ces problématiques. Enfin, nous vous présenterons des outils, donc des outils plutôt logiciels. C'est moi qui reprendrai la main à ce moment-là. Et on vous propose de terminer par des questions de session, une session de questions-réponses. Voilà, en fin de présentation, on a prévu un quart d'heure pour cela. Voilà, sachant qu'on n'a pas non plus d'objectif de temps. Donc, s'il y a beaucoup de questions, on se fera un plaisir d'y répondre avec Frédéric. Sans plus attendre, pour vous parler donc de MB Electronics et de qui nous sommes. Donc, nous sommes une société créée en 1972. L'année prochaine, on fêtera notre 50e anniversaire. Et nous sommes spécialisés dans la distribution d'équipements à l'origine pour le test et la mesure. De plus en plus, nous développons une activité qui concerne la solution, puisque de plus en plus, les utilisateurs recherchent non pas à avoir simplement des équipements, mais à avoir des solutions au travers d'intégration de baies de puissance, par exemple, ce genre de choses. Donc, nous sommes en capacité de proposer des solutions clés en main et également tout ce qui est lié aux services liés à la vente de ces solutions. Alors, ce qu'on entend par service, c'est tout ce qui est installation, mise en service, support à l'utilisation, formation et puis maintien en conditions opérationnelles. Enfin, la dernière activité que nous proposons, ce sont des prestations d'essai au travers de deux laboratoires qui sont dédiés plutôt à l'analyse de défaillance au travers de la microscopie acoustique et des essais aggravés au travers de solutions Alteas qui sont également énormément répandues dans le monde de l'aéronautique. Nous sommes 63 collaborateurs répartis sur 2 sites. Notre siège social étant situé à Buc, en région parisienne, à côté de Versailles. Et nous avons également une agence à Grenoble. On réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. Ça, c'était le chiffre d'affaires en 2020. Évidemment, dans le contexte particulier qu'on connaît, il n'est pas forcément représentatif. Mais voilà, habituellement, on est plutôt un peu plus que cela. On traite environ 1600 commandes par an et à peu près le même nombre d'interventions sur site ou dans nos laboratoires d'essai, au travers notamment de plus de 250 contrats de maintenance. Au niveau de notre marché, on a une forte connotation aérospace et défense, puisqu'elle représente quasiment 40% de notre chiffre d'affaires. Mais on ne se contente pas d'adresser ce secteur, puisque nous intervenons également énormément dans l'industrie, dans la recherche et
également tout ce qui est laboratoire universitaire, dans le domaine des semi-conducteurs, tout ce qui est automobile et transport, des sociétés de services également, et puis les télécoms. Vous avez sur la partie droite les 15 clients en 2020 avec lesquels nous avons le plus travaillé, classés par ordre alphabétique. Donc, on retrouve des grands donneurs d'ordre dans les différents domaines que je viens d'évoquer. On travaille dans différents domaines, à commencer par la conversion d'énergie, hein, c'est la ligne dont j'ai la responsabilité, mais on intervient également dans bien d'autres domaines, à savoir l'instrumentation, la métrologie, le test avionique, et ça fait partie évidemment du propos d'aujourd'hui, tout ce qui est semi-conducteur et simulation environnementale. Donc voilà, sachez qu'on travaille avec des grands noms dans ce domaine. Nous n'avons pas vocation à avoir l'offre la plus large possible. On travaille avec un nombre contenu de partenaires. Donc la liste que vous avez à l'écran est exhaustive, mais avec ces partenaires, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment le plus loin possible avec eux, à la fois en avant-vente, hein, on a un rôle de conseil, on aime bien travailler sur l'expression technique d'un besoin et proposer la meilleure solution par rapport à ce besoin, mais également en après-vente, au travers d'une équipe composée de 13 ingénieurs de maintenance, eux aussi répartis par pôle de compétences. Il en existe évidemment un pour la simulation et la conversion d'énergie. Voilà, et donc ces personnes-là sont spécialisées, ne travaillent que dans ce domaine et n'interviennent que sur ce qu'ils connaissent. Nous avons d'ailleurs l'accord des constructeurs pour intervenir sur leurs équipements. Cela signifie que nos ingénieurs sont formés, qu'on a des stocks de pièces et vous avez l'assurance que nous intervenons sur ces équipements de la même façon que si vous retourniez ces équipements aux constructeurs, sachant que la plupart du temps, ils n'ont pas ce type d'antenne en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'en occupe. Enfin, notre dernière activité concerne plutôt la vente de solutions. Vous avez quelques exemples sous les yeux où nous avons intégré dans différents systèmes des solutions Ametek Programmable Power au travers d'alimentation AC, par exemple, on le voit sur la réalisation du milieu, contenant également une alimentation DC, et puis en intégrant tout ce qui touche à la gestion des sécurités au travers d'arrêts d'urgence, éventuellement de contacteurs, des colonnes lumineuses, ce genre de choses. Donc, nous avons à cœur de proposer des solutions complètes. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Frédéric Martial, qui va également donc vous présenter la partie Ametek Programmable Power, suivie du sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les tests de puissance, des bus de puissance en avionique. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Martial, responsable des ventes pour Ametek Programmable Power, notamment pour la France. Et je vais vous faire une rapide introduction d'Ametek et d'Ametek Programmable Power. Donc, le groupe Ametek est issu d'une société qui s'appelait Ametek, créée en 1930 et dédiée à une activité de moteur. Pour la partie alimentation, la première marque d'Ametek est Elgar, qui a été créée en 1963. Le chiffre d'affaires du groupe en 2020, comme pour MB, est un petit peu plus faible que les années précédentes. Il est toutefois de 4,5 milliards de dollars. Et l'entité alimentation représente 125 millions de dollars. Le groupe, ce sont 18 000 personnes réparties dans le monde entier, dont 350 pour la partie alimentation. Nos activités au niveau Ametek Programmable Power, eh bien, ce sont les sources d'énergie, aussi bien AC que DC, et des éventuelles solutions autour de ces différents produits. Nos domaines d'activité, en fait, ils sont assez similaires à ceux de MB. Une très grosse présence en aéronautique et défense,
En énergie, bien sûr, puisque nous fabriquons des alimentations. Excuse-moi, Frédéric, je suis pas sûr qu'on voit ta présentation. Je pense que c'est toujours la mienne qu'on voit. Il faudrait peut-être que tu prennes la main. Désolé de t'interrompre. Excusez-moi. Effectivement, sur la mienne, ça fonctionne. Voilà, c'est bon, ça vient. Navré pour l'interruption. Donc, ça doit être. Voilà. Je pense que j'en étais à peu près ici. Oui, tout à fait. Merci. Donc, nos activités et marchés, aéronautique et défense en grande majorité, mais également énergie, puisque nous fabriquons des alimentations et de fait, c'est une cible directe. Et ensuite dans l'industrie, puisque bien sûr, tout le monde utilise des alimentations dans l'industrie. Nos produits, donc, nous fournissons des produits AC ou AC plus DC qui sont commercialisés sous la marque California Instruments, des produits DC sous la marque Sorensen et des produits que j'appellerais custom sous la marque Elgar, qui sont en fait des produits qui sont issus des deux premiers chapitres, mais dédiés à des applications spécifiques, comme celui-ci, le simulateur de panneaux solaires dédié à des tests sur des satellites notamment. Et nous allons directement donc passer à la partie la plus importante de ce webinaire liée au test avionique. Donc la première chose que j'ai souhaité faire, c'est un rappel en fait sur ce qu'est un système électrique dans un avion. C'est un domaine qui évolue, on va dire, relativement lentement, mais qui, depuis quelques années, a énormément accéléré. Initialement, les avions étaient utilisateurs de pneumatiques et d'hydraulique. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître un certain nombre de commandes électriques pour différentes fonctionnalités, jusqu'à arriver récemment avec donc le Boeing 787 tout électrique, et bien sûr les avions comme la 350. Ces sources électriques, en fait, sont utilisées pour tout un tas de choses dans l'avion. Les premières, ce sont l'alimentation des radios, des instruments, des pompes, donc tout ce qui fait l'avionique. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est lié au confort des passagers, puisque le but d'un avion commercial, c'est de transporter des passagers. Donc, il existe un certain nombre de fonctions qui requièrent également des alimentations. Cela passe par les chasses d'eau, tout ce qui est réchauffage des repas et bien d'autres fonctionnalités qui peuvent paraître moins importantes. Pour autant, lorsque vous voyagez en avion et que les choses ne fonctionnent pas, elles le deviennent très rapidement. Dans la pratique, initialement, nous avions un générateur électrique par réacteur, ce qui faisait pour un biréacteur 2 générateurs plus un pour l'APU. Aujourd'hui, on est plutôt sous une forme de 2 générateurs par moteur, plus 2 pour l'APU. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir créer un peu plus de bus et offrir des différentes sources d'alimentation des systèmes à différents endroits de l'avion. Pourquoi des sources AC et des sources DC? Eh bien, tout simplement parce que certains équipements vont demander beaucoup plus de puissance que d'autres. Typiquement, démarrer un moteur va demander une énorme puissance AC, alors que l'alimentation d'un équipement de bord dédié à une fonction avionique peut ne demander qu'une faible puissance DC. Je pense que pour tous, vous êtes familiers avec les tensions utilisées. Néanmoins, je me permets de le rappeler, la plupart des avions utilisent une tension alternative de 115 volts et une tension continue entre 24 et 28 volts DC.
Chaque tension, bien évidemment, est dédiée à des fonctionnalités et l'on utilise en fait des transformateurs ou des rectifieurs pour partir de la source AC et obtenir les différentes tensions que l'on veut obtenir in fine. Un point important, eh bien, c'est la sécurité de tout ça. C'est qu'il est inimaginable de perdre ces alimentations électriques en vol. Les conséquences, bien évidemment, seraient désastreuses. Et donc, ça n'est pas une option. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez concevoir des équipements, vous allez devoir répondre à deux principes fondamentaux qui sont la fiabilité, bien évidemment, de ces équipements et la légèreté, puisque l'avion a une taille limitée et une capacité à embarquer du poids limitée également. Lors de la conception, vous allez devoir prendre en compte l'ensemble de ces paramètres et chaque équipementier aura souvent dans son cahier des charges des limites de poids affectées à son équipement. Donc, il devra intégrer toutes les solutions possibles pour pouvoir diminuer le poids, tout en gardant bien sûr un niveau de fiabilité élevé. Alors, pourquoi je parle de poids? Eh bien, essentiellement parce que dans les avions, on utilise une fréquence un peu particulière qui est le 400 Hz. Et la raison de ce 400 Hz, ça n'a pas été pris au hasard, bien sûr, ça a été de diminuer le poids. En fait, les composants travaillant à fréquence plus élevée sont en général, enfin même en général, sont plus petits, tout simplement parce que les éléments magnétiques sont plus petits. Ils sont effectivement un petit peu plus chers, mais le rapport coût-poids était vraiment à l'avantage dans ce cas-là du poids. Vous pourriez vous dire dans ce cas-là pourquoi 400 Hz, c'est pas 1000 ou 2000 ou beaucoup plus. Bien tout simplement. Alors déjà aujourd'hui, nous rencontrons des fréquences plus élevées que le 400 Hz. Il y a le 800 Hz. D'autres avions par le passé ont aussi utilisé des fréquences bien plus élevées, comme le Concorde qui est allé jusqu'à 1200 Hz. Cela dit, techniquement, cela pose aussi des problèmes de réaliser des produits avec des fréquences beaucoup plus élevées. Cela nécessite beaucoup plus de paires de pales, ça nécessite de tourner beaucoup plus vite et bien sûr, il y a des limites technologiques à cela. Donc, le compromis 400 Hz ou 800 Hz est resté le choix majeur. Ensuite, comment est-ce que l'on va décliner tout cela dans un avion? Eh bien, en fait, à partir du 230 des générateurs, nous allons créer un certain nombre de bus qui vont être dédiés à des consommateurs qui vont soit utiliser du 115-400 Hz, soit utiliser du 28, soit, si besoin, d'autres tensions continues ou alternatives. Le but étant de ségréguer au maximum ces consommateurs et de dédier des bus à des fonctionnalités particulières et des tensions particulières. Par le passé, les équipements qui étaient conçus étaient relativement sensibles à tout ce qui était pic de tension et ils pouvaient même être endommagés par des impulsions. Alors, les impulsions peuvent venir de tout un tas de choses. Elles peuvent être liées notamment au démarrage de l'avion par les moteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, eh bien, les équipements, par conception, sont à même de supporter des plages de tension bien plus larges, d'une part, et sont protégés pour ces perturbations que l'on peut observer à l'intérieur de l'avion ou provenant de l'extérieur lorsqu'il s'agit, par exemple, de la foudre. Aujourd'hui, lorsque l'avion est mis sous tension, automatiquement, le cockpit va démarrer. Ce qui veut dire que tout ce qui va se passer en dehors de l'avion, des démarrages de moteurs ou d'autres événements, seront vus en termes de perturbation par les équipements. Ce qui veut dire qu'il faut forcément qu'ils soient particulièrement bien protégés pour toutes ces perturbations. Aujourd'hui,
L'avion, comme vous le savez, a également beaucoup évolué, notamment en termes de technologie. L'utilisation des composites est devenue massive. Pourquoi je parle de composites? Eh bien, tout simplement parce que certains composites sont conducteurs, ce qui veut dire qu'ils risquent de propager des perturbations. L'électrification massive des avions de nos jours fait que l'on a de plus en plus de contraintes. Et cela se traduit par quoi? Eh bien, tout simplement par des tests supplémentaires que l'on va demander aux concepteurs, aux équipementiers. Euh, tous ces tests, vous le savez, sont de plus en plus nombreux et il devient extrêmement compliqué pour un utilisateur de pouvoir s'y retrouver dans l'ensemble, notamment des normes que l'on va vous demander d'appliquer. Ces normes, eh bien, à l'origine, elles viennent de deux grandes familles. La DO 160, qui est générique et qui a son équivalent européen qui est la RTCA, et la 1000 STD 704, qui était orientée sur les avions militaires. Donc, ce sont vraiment les normes génériques qui sont à l'origine de toutes les autres normes que l'on peut trouver aujourd'hui et qui sont bien sûr bien toujours exploitées. Aujourd'hui, on trouve d'autres normes, d'autres standards qui ont été créés par les avionneurs eux-mêmes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont intégré dans leurs avions des spécificités qui les ont été amenées qui les ont imposées à créer des nouveaux tests qui n'étaient pas initialement dans ces standards. Alors, bien sûr, ils n'ont pas tout changé. Les exigences DO 160 et RTCA et EuroKR restent les exigences de base, mais sur certaines sections de tests, eh bien, l'avionneur a demandé aux équipementiers d'appliquer certains tests supplémentaires. J'ai sélectionné en fait une section en particulier, qui est la section 22, qui concerne les essais de foudre, pour illustrer mes propos et pourquoi aujourd'hui nous nous trouvons avec des normes différentes en fonction des avionneurs. Donc en fait, cette norme va traiter des ondes qui vont circuler au niveau de l'avion dans les faisceaux de câbles de façon induite. Ça peut se produire par différents effets, par couplage résistif, par champ induit, et il va falloir traiter de ces différentes façons de voir les défauts qui peuvent arriver sur des équipements. Dans la pratique, en fait, il n'y a pas de définition de l'impédance de l'équipement de test. Et bien sûr, les faisceaux et les équipements ont leur propre impédance, ce qui signifie qu'ils vont influencer le résultat des tests en fonction des équipements que vous allez pouvoir utiliser pour faire ces tests. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'équipement de test et l'ingénieur des tests? Eh bien, tout simplement qu'il va devoir, en fonction des tests qu'il a réalisés, intégrer ces paramètres-là dans ces tests pour savoir s'il est conforme à la norme ou non. Donc, dans la pratique, la DO 160, elle va définir une tension et un courant, et il faudra atteindre ces valeurs, des limites, et faire du monitoring pendant tout le test. Boeing, pour son compte, a considéré la partie tension. Donc, vous devez contrôler la tension. Le courant peut excéder la limite, il n'y a pas de problème. Et les niveaux doivent être également monitorés durant le process de test. Airbus a fait un choix encore différent. Ils vont calibrer leur système de test et ils ne feront pas de monitoring ils n'imposent pas le monitoring durant l'essai. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un test selon un standard, et bien évidemment, vous allez devoir appliquer une procédure un peu différente en fonction de la destination de votre équipement. Donc, dans la pratique,
comment ça se passe? Eh bien, vous allez lancer votre test et puis vous allez être confronté à un problème de limite qui va être lié, par exemple, à l'impédance du câble. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que vous allez devoir retravailler sur votre outil de test et le modifier de manière à permettre d'arriver au niveau que le standard que vous avez sélectionné va vous imposer. Donc, dans le cas de la DO 160, évidemment, ça veut dire plus de temps. Si vous avez beaucoup d'expérience, vous saurez définir votre plateforme de test rapidement et faire les tests de cette façon-là. Mais malheureusement, dans certains cas, ça ne marchera pas et vous aurez à revoir l'ensemble de votre setup et redémarrer les tests. Pour le cas de Boeing, en fait, comme je vous ai dit, le courant peut excéder la valeur limite. Par contre, la tension à atteindre dans le câble est monitorée, ce qui veut dire que vous trouvez un petit peu dans le cas de la DO 160 avec potentiellement un risque d'avoir à redémarrer des tests si votre équipement de test n'est pas capable d'arriver à la tension qui a été préconisée par le standard. Dans le cadre d'Airbus, eh bien, en fait, comme je vous l'ai indiqué, c'est une solution qui va être indépendante du câble. On va faire une calibration de l'équipement de test avec une impédance fixe. Et ensuite, on va dérouler ce test sans surveiller le niveau des impulsions dans le faisceau des câbles de test. Donc, 3 normes à la base qui traitent du même sujet, mais dans la pratique, qui vont demander de dérouler des tests d'une façon un petit peu différente. Et donc, pour vous, utilisateurs, eh bien, à chaque fois, vous allez devoir retravailler vos scripts de test ou vos outils de test pour pouvoir les réaliser. Quel est le statut de ces standards aujourd'hui? Eh bien, donc on a toujours la 1000 STD 704 en version F, l'ADO 160, l'ABD pour Airbus, l'ABD 100, avec différentes versions en fonction des designs. Alors, heureusement, vous n'avez pas à repasser les tests des anciennes plateformes avec les nouvelles versions, sauf si vous travaillez bien sûr sur un programme récent. L'AMD 24, qui est une version militaire spécifique à Airbus, et ensuite ce que l'on appelle le Power Quality pour le Boeing 787, donc leur dernier avion électrique. Donc en fait, toutes ces normes et les exigences de sécurité qui ont évolué ont imposé de revoir complètement la stratégie de test, les exigences de test, et vous demandent en fait beaucoup plus de travail pour pouvoir intégrer ces séquences de test. Dans la pratique, deux grandes solutions sont disponibles sur le marché. Soit vous réalisez votre propre script, ce qui veut dire que vous allez écrire le logiciel à partir des tables du standard. Prenez le gros livre, par exemple, de la DO 160, et pour chaque test, vous allez devoir créer un script couvrant l'ensemble de ces tests-là. Donc, c'est un travail qui est relativement rébarbatif, sachant qu'en plus, lorsque vous allez travailler sur un autre standard, vous allez devoir réécrire ce script. La deuxième solution, eh bien, c'est celle que nous proposons, qui est d'utiliser en fait une suite logicielle qui intègre ces scripts et qui vous permettra de vous polariser sur votre équipement, puisque c'est ce qui vous intéresse, et non sur le contenu du test lui-même. Voilà, donc dans la pratique, la première solution qui est le script, c'est que vous avez un ordinateur avec un logiciel que vous avez vous-même créé, une source d'alimentation que vous allez piloter, et cette solution, elle fonctionne très bien, hein, bien évidemment. Elle demande une certaine compréhension des tables. Vous devez être évidemment sûr de ce que vous faites et que vous avez interprété correctement les tables. Et surtout, vous devez non pas lire uniquement le standard, mais l'ensemble des descriptions, des tables de test
de tous les commentaires associés à cela, ce qui est un travail extrêmement long et fastidieux. La solution Ametek, donc la suite logicielle avionique, eh bien, c'est en fait des scripts qui vont être intégrés dans une plateforme logicielle pour laquelle vous allez sélectionner le test qui vous intéresse et ensuite le dérouler automatiquement en fonction de l'équipement que vous allez avoir à tester. Dans la pratique, ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris les tables des standards intégralement et exactement telles qu'elles sont présentées dans le standard. C'est-à-dire que les numéros de chapitre dans la solution Ametek correspondent aux numéros de chapitre des standards. Ce que vous appellerez 1.5.2.3 dans le standard s'appellera exactement de la même façon, avec les mêmes libellés dans la solution Ametek. L'idée étant bien sûr de vous faciliter la tâche et de dire si je veux reprendre le standard papier et regarder quelque chose, je sais exactement retrouver dans le logiciel ce dont j'ai besoin. Par ailleurs, eh bien, cet outil est évolutif, ce qui veut dire que demain, pour une raison X, vous souhaitez faire des tests complémentaires au standard. Pourquoi? Parce que le standard évolue ou parce qu'en tant qu'équipementier, vous souhaitez pousser un petit peu les limites de vos tests. Eh bien, vous allez pouvoir dupliquer une table de ce standard-là, ajouter un niveau, modifier une fréquence, changer un paramètre et réenregistrer ce nouveau standard qui sera pour vous un standard propriétaire, comme étant votre référence de test. Donc un produit qui sera très évolutif et non bridé par le standard avionneur uniquement. Pour l'ensemble de ces standards, nous fournissons bien sûr une matrice de conformité, tout simplement parce que toutes les ALIM ne peuvent pas couvrir tous les tests, bien évidemment. Donc, avec notre produit, nous vous fournissons pour chaque test un niveau de conformité et de couverture par rapport au standard, afin que vous soyez sûr que le test est intégralement couvert ou non. Bien sûr, je vais m'arrêter là, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il est temps pour Rodolphe de reprendre la main. Il va vous montrer comment fonctionne ce logiciel, comment il se présente, parce que je pense que cela vaut mieux que tous mes discours. Et vous verrez, ça illustrera parfaitement ce que je viens de vous dire. Oui, je te remercie, Frédéric, pour ces précisions. Effectivement, c'est intéressant de voir comment fonctionne de façon plus précise les outils que nous venons de présenter. Je vais simplement reprendre la main. Est-ce que mon écran est visible? Oui. Oui, c'est bon, super. Donc l'outil en question émane d'un logiciel qui est fourni en standard avec l'ensemble des alimentations California Instruments, qui s'appelle Virtual Panel. L'idée de cet outil est de pouvoir paramétrer les équipements et bien entendu également de pouvoir dérouler ces différents tests. Alors il y a une question qui revient souvent, Frédéric l'a évoqué, des essais existent en AC et en DC. Et souvent, on me demande si avec une alimentation DC, on peut associer l'ensemble des librairies dont on vient de parler. Et en fait, non, Ametek Programmable Power ne propose pas cette possibilité, tout simplement parce que certains tests imposent des exigences techniques que seule une alimentation AC et DC peut fournir. Et donc, l'ensemble de ces suites logicielles dont nous allons parler
ne peuvent être associés qu'aux alimentations AC et DC, évidemment, même si les essais seront faits en AC. Donc l'outil vous permet de venir paramétrer les alimentations, donc en choisissant le type d'essais qu'on va réaliser. Est-ce qu'il s'agit d'essais en AC, en DC ou en AC plus DC? Voilà, il y a différents calibres. Des essais peuvent être faits en AC, en monophasé ou en triphasé. On vient paramétrer tout cela. Et en fonction de ce que on aura choisi sur ce premier écran, en fait, dans les campagnes de test, on aura accès qu'aux essais qui sont pertinents par rapport aux configurations qu'on aura choisies. Donc, par exemple, si on sélectionne une sortie AC et qu'on vient... donc, l'ensemble des librairies disponibles se trouvent sur les onglets qui sont sur le dessus de l'écran. Donc, à commencer, comme l'a précisé Frédéric, par les essais génériques liés à la DO160, voilà, la 1000 STD 704, puis les ABD, bon, en fonction des types d'avions. Donc, ce qu'on vient sélectionner en cliquant ici sur le bouton DO160, cet onglet vient d'apparaître. On a la possibilité de choisir la révision, la version de la norme sur laquelle on travaille, puisqu'on peut être amené à faire des essais conformément à des standards qui sont plus anciens. Et donc, on vient le sélectionner ici. La catégorie d'essais, est-ce qu'on va travailler, donc là, compte tenu que j'ai sélectionné des essais en AC, il me propose surtout des essais liés à l'AC, donc au 115 volts, avec les différents niveaux de fréquence qu'évoquait Frédéric tout de suite. Et donc, comme le précisait Frédéric, sur la DO160, c'est surtout le chapitre 16 qui va intéresser et concerner les essais électriques. Ce chapitre 16 concerne différents types d'essais, des essais de fonctionnement normal et des essais de fonctionnement plus intrusifs. Et dans ce cas-là, tout simplement, il suffit de venir choisir le type d'essai qu'on souhaite réaliser. Donc, par exemple, celui-ci concerne des essais de variation de tension et de variation de fréquence. Le chapitre 16.5.1 concerne donc en monophasé des variations de tension de 120 volts à 122 volts, de 390 Hz à 410 Hz. Et c'est un essai qui dure 30 minutes pour chaque test. Donc, l'outil vous indique que si on veut dérouler l'ensemble du test, l'essai va durer 1h30. Et ce qu'on a pour chacun des tests sélectionnés, c'est la possibilité, comme le précisait également Frédéric, de venir associer des exigences différentes, selon qu'on souhaite plus sévère ou au contraire plus souple pour connaître les limites de fonctionnement d'un équipement à tester. On a la possibilité de venir pour chaque pas de cet essai, changer les paramètres, donc à commencer par les fréquences, par les niveaux de tension éventuellement, par les temps qui sont liés à chaque essai. Et une fois qu'on a sélectionné, ces modifications sont bien entendu, on peut les enregistrer pour définir son propre standard de test si on le souhaite. Et une fois donc qu'on a sélectionné l'essai en question, il suffit de cliquer sur le bouton Run et l'essai va se dérouler. L'outil vous indique également de façon grisée ou
avec plus de focaliser le pas sur lequel on se trouve. Et donc, de cette façon, on va savoir exactement où est-ce qu'on en est dans l'essai. Vous aurez peut-être noté sur la partie droite qu'à chaque appui de touche, il y a des scripts qui défilent. L'idée étant, comme le précisait Frédéric, il arrive qu'on intègre ces solutions dans un ensemble complet, mais qu'on n'ait pas forcément le temps ou aussi pour réduire le risque d'erreur possible, d'écrire l'ensemble de ces commandes. Et l'idée de ces scripts est de pouvoir récupérer les commandes pour pouvoir les insérer dans un système plus complet. Donc, l'exemple que vous avez sous les yeux concerne la DO 160. On a le même genre de choses sur la BD. Sur la BD 100, où on va, là encore, pouvoir choisir la révision sur laquelle on travaille, venir sélectionner le test qu'on souhaite réaliser et choisir ses propres limites si on le souhaite. Évidemment, en standard, vous avez les limites imposées par la norme, libellées exactement de la même façon que sur la norme. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de simplifier les essais pour pouvoir dérouler de façon automatique ces procédures en limitant les risques d'erreur et également en gagnant un temps considérable puisqu'on n'a pas à se soucier de réaliser le test, de s'assurer qu'on le fait dans les bonnes conditions. On a l'assurance que c'est le cas. Voilà, je voulais simplement vous présenter très rapidement cet outil. On se tient à votre disposition, évidemment, pour faire des essais plus complets en conditions réelles. Hein. On a ces équipements dans notre parc de démonstration et on peut, bien entendu, vous les prêter et venir vous les présenter. Voilà, je vais peut-être te relaisser la main, Frédéric, sur cet aspect logiciel. Sauf si tu as des choses à ajouter sur ce que je viens de... Non, sur le logiciel, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il est téléchargeable sur notre site pour ce qui concerne l'outil et que vous pouvez l'utiliser en mode simulation pour voir un peu comment cela fonctionne, ce que ça donne. C'est un bon moyen de l'évaluer, de se dire oui, c'est intéressant, non, ça ne l'est pas, oui, j'ai des questions, non, je n'en ai pas. Voilà, je vous invite à le faire. Si vous avez besoin d'aide, Rodolphe pourra vous aider, mais je pense que le mieux, c'est de l'essayer. Cet outil est bien entendu beaucoup plus complet que ce que je viens de présenter, mais ce n'est pas forcément le propos du jour, à savoir la possibilité de créer des signaux arbitraires, de les intégrer dans une séquence de tests, de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la partie bus de puissance avionique. Voilà, mais l'outil propose bien entendu bien davantage de fonctionnalités. La possibilité d'ajouter des signaux harmoniques, voilà, c'est l'ensemble des onglets qui sont sur le dessus. Vous voyez dans la liste des normes qu'il y a d'autres chiffres qui peuvent correspondre à des normes classiques de mesure IMC ou ce genre de choses. Tout à fait. Alors, je vais reprendre la main. Oh, là, je suis... Allez, directement. Où nous étions arrêtés. Voilà, donc là, je ne vais pas m'attarder, ce sont des tableaux qui indiquent pour les types de produits hardware, donc pour nos sources hardware, quelles sources supportent quelles normes.
puisque bien sûr certains anciens modèles de produits hardware n'ont pas les capacités techniques à supporter de nouvelles exigences qui pourraient apparaître sur des nouveaux standards. Donc clairement, et en conclusion sur ce sujet, nous pensons que la façon la plus simple pour réaliser des tests sur des équipements aujourd'hui, c'est d'utiliser un outil dédié qui vous déchargera de toute la problématique d'écrire des logiciels de test. Et cela est vrai aussi bien en AC qu'en DC, que ce soit la DO160, que ce soit pour Boeing, pour Airbus. Nous essayons régulièrement d'ajouter des normes dans nos outils afin d'aider les utilisateurs et vraiment de les décharger de cette partie de rédaction de logiciels de test. Aujourd'hui, ces logiciels, eh bien, ils sont utilisables sur tout un tas de plateformes. Les plateformes que vous voyez en noir et bleu qui sont les plus récentes, c'est notre famille Asterion qui commence à 500 VA et qui monte sur des alimes uniques jusqu'à 12 kVA. Ensuite, nous avons les produits au-dessus, qui sont les produits gris qui peuvent monter beaucoup plus haut, avec par exemple 45 kVA, mais qui en parallèle peuvent arriver à, on va dire, des méga VA, ce qui ne sera en général pas nécessaire dans le domaine de l'avionique. Mais sachez voilà, que l'on peut proposer des solutions monophasées ou triphasées ou multiphases et de faible puissance jusqu'à de très très fortes puissance.